Salut à tous, c'est Sully Perfect Ten, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le numéro 36 du Monceau Catch. Et bon, évidemment, on va beaucoup parler de Survivor Series, même si, vu le peu de nombre de matchs qui ont été annoncés, la vidéo devrait normalement pas durer trop longtemps, en tout cas moins longtemps que d'habitude. On va dire que c'est l'avantage. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez passé un bon mois de novembre, parce que ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas retrouvés. Les build-up des Survivor Series, des Wargames, évidemment. Il y avait quand même eu des éléments qui pouvaient être intéressants sur ces dernières semaines. Et on va rentrer un peu plus dans le détail dans quelques instants. Sans plus attendre, on va évoquer le sommaire de ce Monceau Catch. Le voici, c'est très simple. Les pronostics de Survivor Series Wargames à Vancouver, donc au Canada. Ce sera samedi prochain. Et on terminera comme d'habitude avec le top 5 des matchs que j'ai préférés dans le mois écoulé. Voilà, c'est parti. On va passer maintenant donc au pronostic de Survivor Series. On va commencer par le poster officiel du show. Voici le poster, donc avec pas mal de monde. Là, on est sur quelque chose de plus traditionnel. Avec intéressant de voir qu'il y a par exemple Kevin Owens et Cody Rhodes, qui est même au premier plan, alors que Kevin Owens est vraiment en arrière-plan. Et ces deux-là, pour l'instant, ne sont pas pour l'instant bookés dans ce show. Il y a une ouverture possible. D'ailleurs, j'en reparlerai juste après. Mais pour l'instant, ce n'est pas officiel. La présence bien sûr de Bianca Belair, mais aussi de Jade Cargill à côté, là aussi, on en reparlera. Parce que là, a priori, c'est bien compromis pour elle. Solo Sikoa, voilà, ça c'est pas une surprise. Et Rhea Ripley, donc, qui était sur le poster, mais ça n'avait pas encore. Hein, c'était la grande inconnue. Finalement, elle en sera. C'était vraiment in extremis. Voilà, et puis Roman Reigns, bien entendu, puisque évidemment, ça va être l'une des têtes d'affiche de ce War Games. Donc, Sikoa qui est derrière. Voilà, du coup, on a un peu un mélange des principaux matchs, même si on peut déplorer, par exemple, l'absence de Gunther ou de Damien Priest. Voilà, bon, ça c'était... Voilà, c'était juste une petite remarque. Voilà, maintenant, alors avant de passer aux 3 matchs qui ont été annoncés, parlons justement de ce qu'on n'a pas pour l'instant, puisque effectivement 3 matchs, c'est vraiment peu. Je doute fortement qu'on en reste à 3, quoi. C'est quand même pas déconner. 3 matchs dans un pay-per-view, ce serait n'importe quoi. L'année dernière, on était sur un format 5 matchs, donc le format, on va dire entre guillemets, Triple H. Donc je ne serais quand même pas surpris qu'il en ajoute 2. On va peut-être à Raw avoir quand même quelques éléments. Maintenant, actuellement, on a 2 matchs, on va dire, un peu... un match féminin qui va brasser les 2 brands, tandis que du côté des hommes, à part le dernier élément, on va dire, qui s'est glissé, et Sami Zayn, bon, on peut dire que c'est aussi un peu un match multi-brand, mais bon, de façon moins prononcée que du côté des femmes. Et du coup, le match single qui est pour l'instant officialisé, c'est un match d'Euro. Donc on va dire que pour l'instant, SmackDown n'est pas vraiment à la fête au niveau des matchs qui leur est propre. Donc je dirais qu'il y a peut-être plus de chances de voir des matchs du côté de SmackDown. Donc il y a quand même des possibilités. Donc justement, Kevin Owens contre Cody Rhodes, évidemment. Ça c'est la grande possibilité. On a eu un très bon segment micro là qu'on vient de voir à SmackDown, que j'ai trouvé très bon. Les arguments étaient bons des deux côtés. Donc j'ai pas grand chose à dire. Il y avait une bonne delivery. Un Cody qui avait montré enfin de la personnalité, qui était moins, je dirais, corporate, enfin moins mielleux que d'habitude, qui a enfin lâché les chevaux, qui n'entre plus maintenant sur le ring là en disant de quoi voulez-vous parler, et qui se frite même avec Carmelo Hayes en coulisses. Donc on sent qu'il est tendu par toute cette situation, et c'est bien de voir un Cody un peu comme ça, différent. Et Kevin Owens, voilà, fidèle à lui-même en termes de promo. Voilà, c'était les arguments se valaient, parce que c'est ça qui est bien, c'est que parfois autant on a des heels qui dans leur promo font des caisses, et puis ils sont totalement dans l'hypocrisie totale, où ils sont complètement ils se bercent d'illusions. Là, autant, là, on a un heel qui donne des propos cohérents, en fait. Il n'y a pas grand-chose, finalement, à critiquer par rapport à l'attitude de Cody. Tout ce qu'a expliqué Owens, pour moi, ça se tient, par rapport à son ralliement avec Roman Reigns, alors que Owens, lui, il a quand même bavé pendant 4 ans à essayer de se débarrasser de Roman Reigns, notamment. Et donc forcément, il s'est senti trahi par Cody.
Voilà, on en est là, et donc il peut y avoir un match, même si voilà, Cody a invité Kevin Owens à l'affronter n'importe quand, que ce soit bon, le soir même à SmackDown, bon, ça y avait quand même zéro chance, mais il a aussi évoqué justement Survivor Series et Saturday Night Main Event, donc on ne sait pas. Et Owens, lui, c'est lui qui donnera sa réponse, voilà, ça sera lui qui donnera son moment. En tout cas, il dira quand je choisirai, de toute façon, moi je ferai le job, hein. Voilà. Donc on ne sait pas, on verra bien. Sinon, LA Knight contre Nakamura, voilà, ça c'est une possibilité aussi pour le titre US, même si j'ai l'impression que ça va être davantage pour SmackDown. Je peux me tromper, mais je pense que ça sera peut-être plus pour SmackDown, avec un Nakamura, un look un peu différent, on va dire un call-up un peu surprise, enfin en tout cas un transfert surprise du côté de SmackDown. Justement, je me demandais ce qui allait se passer après Crown Jewel pour LA Knight, parce que je voyais plus beaucoup de possibilités. Bon, ils ont choisi que finalement quelqu'un d'Euro qui a débarqué. Pourquoi pas, mais bon, c'est vrai que ça fait très feud de transition, hein, pour LA Knight. Là, Nakamura, à part encore faire les jobbers de luxe, un peu comme avec contre Rollins à l'époque, je ne vois pas trop à quoi il va servir. Et même si son look est un peu différent, un peu plus dark, c'est bien, c'est cool. Mais je vois sur le fond, je vois pas vraiment beaucoup de différence, même si voilà, il y a ces clips toujours un peu bande dessinée comme on a pu le voir aussi avec Rollins. Mais sur le fond, il n'y a pas grand chose de différent. Donc je m'attends pas à des merveilles ou à des grandes surprises. Voilà, en tout cas pour quoi qu'il en soit, pour moi victoire d'LA Knight. Voilà. Et puis Cody Owens. Voilà, pour moi Owens ne prendra pas le titre à Cody, c'est pas le moment évidemment. Maintenant, à l'instar d'un Rollins Reed, ça peut être aussi une série de matchs. Donc pourquoi pas donner une victoire un peu surprise, mais pas pour prendre le titre, hein, pour Owens. Ça peut être une victoire par DQ par exemple. Mais il peut pas, mais pas de prise de risque, pas de prise de titre pardon de la part d'Owens. Ça c'est sûr, je n'y crois pas. Et on pourrait parler aussi des matchs des titres tag du côté de SmackDown, puisque les Motor City Machine Guns pourraient tout à fait affronter en triple threat DIY et les Street Profits avec un Ciampa qui, malheureusement, ça y est, il turn heel actuellement. Gargano, pas encore. Hein, je dis pas encore parce que je pense que c'est ce qui va arriver, parce que je vois pas d'autre issue. Ils vont pas splitter DIY, et sinon on est bloqué en fait dans l'histoire. Donc maintenant il n'y a pas d'autre choix que de faire tourner heel le Gargano, et pour qu'il fasse son choix, qu'il choisisse son camp, il rejoigne plutôt Ciampa. Plutôt que voilà, de continuer à faire les bons potes avec Alex Shelley notamment et Chris Sabin. Donc je pense que c'est ce qui va arriver. Peut-être que ça va pas arriver pendant le match, mais que ça va se faire petit à petit. En tout cas, voilà, triple threat pour les titres tag. Conservation, je pense, des Motor City Machine Guns, qui sont champions depuis pas très très longtemps. Donc je pense on va continuer. Et puis peut-être qu'on peut protéger l'affaire, puisque DIY, s'il y a un turn actuellement, déjà de Ciampa c'est fait, et Gargano dans pas longtemps je pense, donc je pense que ça sera peut-être plus eux qui vont être pushés, donc j'aurais tendance à donner la victoire des MCMG avec un pin sur les Profits pour protéger DIY dans la défaite. Voilà, à nouveau, ça c'est si le match a lieu en pay-per-view. Et du côté d'Euro, le titre intercontinental, bien sûr, hein, puisque on a eu un bon match ce lundi entre Breaker et Sheamus, interrompu par Kaiser, hein, puisqu'il était beaucoup revigoré par Gunther pour essayer de se faire sa marque, et du coup, intervention, DQ. Et là, donc, on va avoir un Kaiser Breaker là, à Raw. Je sens le triple threat arriver aussi pour le titre intercontinental. Donc, match aussi potentiel pour les Survivor Series. À moins qu'il ne le réserve aussi pour la weekly, ce qui n'est pas impossible aussi. Et dans ce cas-là, pour l'instant, moi je ne donne pas de changement de titre, victoire de Braun Breaker, même s'il y aurait bien sûr la possibilité toujours d'un feel-good moment avec un Sheamus qui deviendrait enfin Grand Slam Champion, ça pourrait arriver, mais pour l'instant je trouve que c'est encore un peu tôt pour Breaker, qui avait déjà perdu de façon un peu, je dirais, désolante face à Jey Uso. Il l'avait enfin récupéré, heureusement. Donc là, je ne vais pas lui à nouveau le faire perdre. Je ne vois pas encore à nouveau perdre son titre. Et donc, je vais lui donner la victoire. Maintenant, vous me direz, il y a eu un petit teasing il y a quelques temps, enfin un petit face-off entre Gunther et Breaker. C'était peut-être une graine plantée. Donc, du coup, peut-être Breaker qui perdrait sans prendre le pin. Du coup, pour être protégé dans la défaite, Sheamus qui ferait le pin sur Kaiser, par exemple. Et du coup, on passerait vers peut-être un Gunther Breaker. Pour la suite. On sait jamais, hein, on sait jamais.
Et du coup, avec un Breaker qui serait plus champion intercontinental. On verra. Mais bon, pour l'instant, j'y crois pas. Je vais donner la victoire à Breaker. Donc peu de changements de ceinture, hein, finalement, dans mes pronos. Voilà un peu les possibilités. Je vois pas plus de 5 matchs. Hein, de toute façon, là, on en a 3. Ajoutez-en 2. Voilà. Notamment du côté de SmackDown, là où ça manque un peu. Ça pêche pas mal. Mais oui, voilà, maintenant, il faut plutôt puiser dans les tag teams ou dans la mid-card, hein, vu que forcément, les grosses têtes d'affiche sont dans les deux Wargames respectifs, quoi. Il n'y a plus trop de choix, en fait. Hein. Donc, bon, j'espère qu'on aura de belles affiches, hein, parce que c'est un pay-per-view du Big Four, quand même. Donc, il faut quand même marquer le coup, et pas, je dirais, se contenter des Wargames, quoi. Il y a aussi d'autres matchs. Voilà, j'espère qu'on aura des affiches alléchantes au moins pour ce pay-per-view. Il faudra aussi faire attention aux horaires, hein. Ça va commencer à minuit, heure française, donc il faudra s'attendre à un kick-off au priori de 2 heures, hein, surtout sur un pay-per-view du Big Four. 2 heures de parlotte, bon, ça fait 22 heures du coup pour le countdown, quoi. Bon, ça fait beaucoup, comme d'hab, je crois pas, je ne crois plus beaucoup en la possibilité d'avoir un match en kick-off, mais surtout de la parlotte. Voilà, bon, ça c'est un peu regrettable. Bon, allez, on va passer maintenant au match qui a été annoncé, hein, forcément. On va commencer par Gunther contre Damien Priest, donc pour le World Heavyweight Championship. Bah voilà, la revanche de SummerSlam. Hein, évidemment, il y a un finish discutable, enfin en tout cas, qui a fait parler, hein, avec le fameux turn de Balor. Sur Priest qui a perdu son titre, Gunther qui est champion depuis ce moment-là du coup, et forcément Priest est revanchard. Il a gagné son opportunité dans un Fatal 4-Way, hein, qui était prévu juste après, juste après finalement Crown Jewel. Qualification, Rollins était là aussi, il y avait Sheamus et il y avait Dominic Mysterio qui est quand même mal embarqué, hein, dans ce match face à ces 3 gros adversaires. Et bon, forcément, Bronson Reed est intervenu, c'était indispensable qu'il le fasse. Il a fait quand même place nette, hein, il n'y a pas eu que Rollins qui a pris cher, il y a aussi les autres. Et qui a réussi finalement à sortir, à tirer son épingle du jeu, c'est Damien Priest, ce qui ne m'a pas trop surpris. Et il regagne à nouveau cette possibilité. Hein. On se souvient qu'avant Crown Jewel, il avait donné rendez-vous de toute façon à Gunther. Hein. Donc il y avait quand même une graine plantée. On a quand même, ce qui peut être intéressant, c'est qu'on a quand même un contexte qui évolue un petit peu, avec un Gunther qui est un peu plus dans le doute, hein, notamment après sa défaite à Crown Jewel, où il s'est fait quand même, entre guillemets, un peu humilié avec ce petit roll-up là, ce roll-up spécial de Cody. D'ailleurs, je reviens sur ma précédente vidéo, alors j'avais fait la petite référence au finish Stone Cold Bret Hart. Alors oui, j'avais oublié quand même de préciser qu'avant ça, il y avait quand même eu le Bret Hart contre Roddy Piper. Hein. Donc forcément, si on doit revenir vraiment aux origines, oui, ce serait plutôt du coup une ref à Bret Hart, Roddy Piper. Mais bref, voilà, c'est un finish qu'on a vu plusieurs fois, donc notamment avec Bret Hart. Et donc Cody, en tout cas, avait surpris Gunther comme ça, et donc ça a pu mettre le doute du coup de la part de Gunther, et on a vu un peu plus de tension avec Kaiser. Bon, attention quand même avec Triple H, parce que c'est quand même très répétitif là maintenant. Il y a quand même beaucoup, je trouve que il y en a beaucoup de duos là en tension. Faut toujours mettre la merde entre les tandems, ça fait quand même beaucoup. On tease. On ne sait pas si ça va splitter, s'il y en a un qui va turner sur l'autre. Bon, là, on l'a vu avec Kofi Woods, là, notamment, avec Waller et Theory. Il y a plein de choses comme ça. Et là, je sais pas, DIY. Enfin bref, il y a plein de duos comme ça où ça se passe pas très bien. Où il y a de la friture sur la ligne, où il faut accorder ses violons. Et là, maintenant, c'est Kaiser et Gunther. Hein. C'est pas la première fois que ça arrive, hein. Même avant, quand Vinci était encore avec eux, on le voyait, hein. Déjà. Hein, il y avait quand même pas mal de grabuge, on va dire, au sein d'Imperium. Là maintenant, Gunther aussi invite Kaiser à se faire son nom, à se faire sa marque. Donc c'est d'où ce qu'on a pu avoir donc avec l'intervention à Raw, là, provoquant le DQ entre Breaker et Sheamus. Mais c'est tendu. Voilà, Kaiser remonte quand même. Oui, non, mais Gunther, t'inquiète pas, tu es toujours le ring général. J'ai rien à changer. Voilà, c'est ce qu'il lui dit. Il essaye quand même de le défendre, parce que voilà, bon, on a vu ce segment ensuite, hein, un peu plus tard, le 11 novembre, lorsque justement Gunther était sur le ring, il commençait à parler. Il y a Priest qui est venu l'interrompre. Voilà, Priest, il se faisait pas d'illusions. Il se dit oui, ça va faire comme la dernière fois, c'est ça, tu vas me traiter encore de street trash. Hein, que ses parents ne l'ont pas bien élevé, et là du coup il dit non, mais moi j'étais obligé de me battre pour avoir ma chance, alors que Gunther lui il devait simplement attendre sur son sofa,
Il comprend voilà toute l'énergie, hein, Priest. Pourquoi les gens ont peur de Gunther là, hein, il l'a senti, mais il a même pensé être incapable de battre Gunther, hein, mais que sans la trahison de ses frères, hein, du Judgment Day, Gunther ne serait pas champion présentement. Et que Priest dit que depuis SummerSlam, l'énergie de Gunther, hein, il le souligne hein, quand même, l'énergie de Gunther a commencé à décliner. Ça a décliné car Gunther a commencé à douter et qu'en Arabie Saoudite, il avait vu cette énergie particulièrement chuter alors qu'il a été battu par Cody Rhodes. Et Gunther, du coup, là, à ce moment-là, il est un peu désemparé, il ne sait pas trop quoi répondre. Priest, du coup, va dire que Gunther est là, il est plein de doutes actuellement. Il doute de pouvoir même battre Priest hein, au Survivor Series. Priest sait que Gunther, du coup, n'a plus cette énergie car sinon Gunther l'aurait déjà frappé là, présentement. Priest, du coup, invite Gunther à le frapper, mais Gunther ne va rien faire. Et Priest va dire qu'il sait que Gunther ne va pas le frapper, car Gunther sait que c'est lui qui va le battre. Et c'est là que Kaiser, donc, justement, arrive et va demander à Priest de se calmer un peu. Donc Kaiser, quand même, qui joue encore les bons soldats, il dit que voilà, il doit rappeler à Priest que Gunther l'a déjà battu. Priest devrait même quitter là, le ring maintenant. Là. C'est ce que Kaiser lui conseille, car voilà, lors du prochain match, hein, Gunther va une nouvelle fois le battre. Et c'est là que voilà, il se fait interrompre, Kaiser, par Gunther lui-même, qui lui retire le micro. Kaiser va dire qu'il ne va pas laisser ce street trash là, lui parler ainsi. Priest va frapper Kaiser alors et va le sortir du ring avec une clothesline. Et Priest va inviter une nouvelle fois Gunther à se battre, mais il va quitter le ring, Gunther. Et on a vu à nouveau, voilà, encore après que Gunther ait un peu revigoré Kaiser à Raw, là, cette semaine, il a vu, ses yeux se sont portés vers Priest, qui était en train de signer des autographes. Et il a tenté une embuscade, mais et il a quand même pris cher, c'est Gunther, il a fini au sol. Et du coup, Priest lui a dit, oui, tu te prends pour ring général, mais moi, n'oublie pas que moi, dans la rue, je suis le roi. Et puis il dit à Adam Pearce, je crois qu'il va avoir besoin de glace, là. Voilà, et donc, voilà, Gunther, qu'on voit quand même allongé au sol backstage, ouais, c'est pas trop dans les habitudes de Gunther, ça. Hein. Donc on voit qu'on nous raconte ça, des doutes de la part de Gunther. Voilà, ça c'est un peu, pour résumer un peu le contexte, hein, comment ça se passe actuellement. La relation avec Kaiser et un Priest qui est quand même en train peut-être de gagner la bataille psychologique hein, à la bord de ce match. J'en arrive au pronostic, justement pour moi ça serait plutôt conservation du titre par Gunther. Ça me semble vraiment trop tôt, je ne vois pas du tout Gunther perdre son titre, pas maintenant, pour moi c'est trop... Il va avoir encore un règne assez long je pense, alors ça sera peut-être pas du niveau du titre intercontinental, faut pas exagérer, mais je pense que son règne va quand même durer un bon petit moment. Je pense même qu'il pourrait même le garder ce titre au moins jusqu'à Mania, donc c'est trop tôt. Priest, je l'imagine pas reprendre le titre, il y a des gens comme ça je pense, qui sont des main eventers et j'irais naturels, même s'ils perdent le titre, on peut se dire, bon, de toute façon, ces mecs-là, vu leur statut, leur aura, ils reprendront le titre à un moment donné, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Autant il y a des mecs comme Priest, on lui a donné sa chance, il a eu un run, voilà, qu'il a été, décent, on va dire. Il a eu son moment, mais c'est pas, même si on continue de le mettre dans le main event, hein, notamment depuis qu'il est passé face, là, c'est pas il est pas forcément moi dans la catégorie des mecs où je me dis maintenant il va être durablement dans le main event, il perd son titre, c'est pas grave, il va le reprendre dans un mois ou deux. Voilà, j'ai pas la même certitude avec ce genre de avec du Priest qu'avec un Seth Rollins par exemple. Voilà, pour ne citer que cet exemple, ou même un Cody Rhodes. Voilà. Donc non, je l'imagine pas Priest reprendre ce titre comme ça en fait. Non. Et justement la situation comme je vous l'ai narré rapidement, je trouve que Priest est trop sûr de lui, trop dominant on va dire par rapport à Gunther d'un point de vue psychologique, et c'est pas bon signe en général, c'est pas bon signe, c'est trop facile, et quand on nous montre autant je dirais de doutes de la part de Gunther, des tensions avec Kaiser, c'est pour nous twister derrière quoi. On va encore être surpris derrière, et puis Gunther va quand même s'imposer. Alors oui, ça va pas être facile, je pense qu'il y aura... J'attends, c'est ça qui est intéressant. Voilà, les matchs de Gunther, on sait, en général, c'est des gros atémis, c'est bourrin, c'est physique, c'est intense. Mais au moins, on va dire, là, le contexte fait que on va pouvoir avoir un Gunther avec un petit peu plus, je dirais, de relief, avec d'autres couches,
des choses un peu différentes à nous raconter que le pur in-ring et qu'on connaît maintenant depuis longtemps. Il y a du storytelling du coup, on verra d'ailleurs si Kaiser sera là, est-ce qu'il va intervenir, est-ce que justement ça pourrait être intéressant, finalement c'est Kaiser qui va sauver les fesses de Gunther, sait-on jamais. Et là ça pourrait être intéressant, parce que du coup ce serait peut-être Kaiser finalement qui aurait le plus qui aurait peut-être même un avantage sur Gunther, parce que lui au moins il est en train de se faire sa marque en intervenant justement autour du titre IC et montrer ses ambitions, et il veut de l'or, il veut récupérer le titre intercontinental, et il aura probablement une chance là, donc peut-être un triple threat comme je le disais, peut-être même aux séries, hein, dans le même show d'ailleurs que Gunther, donc on verra, et c'est lui qui est donc à retrouver cette ambition et en train peut-être même il applique ce que Gunther lui a demandé de faire, hein, de se faire sa marque, tandis que Gunther, lui qui est dans le doute, peut-être que c'est à ce moment-là que il va être bien content Gunther de trouver un Kaiser revigoré, et que ce sera peut-être grâce à lui que grâce à Kaiser que Gunther va conserver. Ça peut être intéressant comme scénario en tout cas. Voilà, donc moi j'attends en tout cas. l'in-ring ça va être cool, hein. On l'a vu à SummerSlam, voilà, c'est propre, c'est ce que j'avais dit, hein, de mémoire pour SummerSlam, c'est que le match était propre, les moves étaient bien exécutés, voilà, mais bon, il y a eu toute l'histoire après autour de McIntyre, hein, on se souvient, mais bon, bref, ça c'est une autre histoire, mais là franchement j'attends quand même que en dehors du in-ring pur, qu'on nous raconte aussi une histoire. Voilà, ça c'est toujours pareil, hein. Ça c'est fait partie de mes petits violons d'ingres. C'est le storytelling, bordel de merde quoi. Donc j'espère qu'on va l'avoir. On nous a planté plein de graines, on nous a raconté des choses en weekly. Utilisez-les, pardon. Mettez ça à profit lors du match quoi. Donc et que du coup, oui, on a un Gunther qui, malgré, on va dire, sa période un peu down actuellement, pour le twist, évidemment, va reprendre le dessus. Mais non sans mal, je pense. Et Priest, il ira vers autre chose, on verra. Là, pour le coup, je pense que c'est assez ouvert pour Priest. Pour l'instant, j'ai pas de véritable idée sur quelle sera sa road to WrestleMania, d'ailleurs. Ça peut être intéressant. Autant j'ai des idées sur d'autres personnes, hein, notamment le Judgment Day, autant pour Priest, c'est à réfléchir. Franchement, c'est à réfléchir. Mais je pense qu'avec le Rumble, tout ça, il y aura, je pense, peut-être des choses à écrire pour Priest. Mais en tout cas, je le vois pas avec le titre. Et Gunther, voilà, je pense qu'il n'y aura même pas de rematch encore en derrière. Hein. Pour moi, Gunther, il conserve et puis on passe à autre chose, quoi. Mais, en tout cas, on verra les ambitions aussi de Kaiser. Hein. À un moment donné, c'est bien Gunther, il est en train peut-être de revigorer Kaiser, mais attention à ne pas le revigorer au point, je dirais, de réveiller vraiment la bête, et que Kaiser, à un moment donné, il ait même envie de récupérer, de s'en prendre au titre de Gunther. Hein. Ça pourrait arriver à un moment donné. Hein. Bref, on verra. Mais voilà, en tout cas, le match devrait être pas mal. Voilà, mais j'attends vraiment du storytelling et du bon in-ring à la fois, quoi. Voilà, je veux pas un finish flat. Je pense pas. Alors, je n'ai pas parlé, mais c'est vrai que bon, il y a le Judgment Day, mais j'y crois plus trop là de voir Balor revenir encore dans l'histoire. Là, j'ai l'impression qu'ils ont plutôt mis ça de côté. Je ne crois pas que le Judgment Day sera à nouveau impliqué dans ce match ou dans l'affaire pour faire perdre Priest. Ça, je n'y crois plus beaucoup. Je vois plus trop d'intérêt de revenir là-dedans. Voilà. Là, je pense qu'on est passé à autre chose. En tout cas, c'était pas quelque chose que je désirais revoir. Balor, on a l'impression qu'il raconte quand même un petit peu quelque chose, mais je pense pas que ce soit à nouveau pour le remettre dans le game avec Priest. Hein. Voilà. Voilà. Donc, je pense que la victoire sera pour Gunther. On va passer maintenant aux deux gros matchs, hein, déjà. Oui, ça va vite. Hein. Le Wargames féminin, voilà. Alors, je vous ai mis un petit point d'interrogation, hein, oui, parce qu'il faut en parler. D'abord, on va regarder d'abord les filles qui sont en présence. La Team Hill, donc la fameuse Team Liv, hein, qu'on sentait venir depuis longtemps, la Team Liv, donc évidemment avec Raquel. Et on a mis les trois autres, on va dire du côté de SmackDown, on a mixé tout ça, et on a mis Jax, Stratton et Candice LeRae.
Et en face, donc, la team face, avec Bianca Belair, avec Io Sky, avec Naomi, et avec donc Rhea Ripley, qui finalement, in extremis, sera dans le match. Alors on l'a vu, elle a un masque de protection, hein. Mais au moins l'honneur est sauf, elle sera bien là. Et, point d'interrogation, puisque bon, Jade Cargill était prévu, mais on a vu ce qui s'est passé là. Cargill Garglass elle s'est pris le pare-brise et du coup la VVE a communiqué, hein, sur sa situation, et il y a quand même très peu de chances de la voir au Wargames, hein, quand même, dans une semaine en plus. Et ils ont dit que elle avait de nombreuses blessures, notamment des contusions des muscles paraspino-lombaires profonds, une contusion du rein, une entorse du ligament latéral interne du genou droit, une contusion du plateau tibial du genou droit et des lacérations faciales. Rien que ça. Et ils ont annoncé aussi que qu'il n'y avait pas pour l'instant de calendrier prévu, en tout cas de date pour son retour. Pour l'instant. Voilà. Mais bon, franchement, me dites pas qu'avec tout ce qu'elle vient de se prendre là et toutes ses blessures, elle sera là pour le Wargames. Non, je n'y crois pas une seule seconde. Alors là, c'est impossible pour moi. Et même, je vais vous donner ma théorie, hein, vraiment, là-dessus. C'est que je pense que... Et c'est une très bonne chose, hein, à mon avis. C'est une sage décision. Ils ont considéré qu'elle n'était pas prête, et qu'elle était trop green encore, pour participer à un tel match. Parce que oui, le Wargames, ça demande de l'expérience. Ça demande quand même une certaine science du ring. Pouvoir aussi improviser, surtout. Parce que, on le sait, c'est des matchs bordéliques, où tout ne se passe toujours pas très bien, pas comme on l'avait prévu, où il faut savoir rebondir, et où il faut savoir improviser dans ces moments-là. Et Cargill, comme on l'a vu plusieurs fois, elle n'est pas capable de gérer ces imprévus, parce que pour l'instant, elle est trop scolaire. Elle essaye toujours de faire les choses comme on lui a demandé de les faire, et de suivre une ligne directrice dont elle ne doit pas déroger, à laquelle elle ne doit pas déroger, c'est-à-dire il faut qu'elle aille d'un point A à un point B, mais que si par hasard il y a un grain de sable et que elle est obligée de passer par un détour et avant d'arriver au point B, et c'est là qu'elle est perdue. Elle ne sait pas passer par justement ces détours. Donc la ligne droite, tant que c'est une ligne droite, ça va, elle reste encore, elle arrive à gérer, mais dès qu'on sort de cette ligne droite et qu'on déraille, et là, patatras, elle ne peut pas gérer. Donc pour moi, c'est une très bonne nouvelle. C'était une de mes inquiétudes. Je vous l'avais déjà dit d'ailleurs dans mes vidéos précédentes. Je voyais pas, j'avais pas envie de voir Cargill dans le Wargames, très franchement. Et je pense que c'est comme ça qu'ils ont raisonné, et c'est une excellente nouvelle. Et voilà, donc il y a quasiment zéro chance de la voir, hein, maintenant. Donc, et maintenant se pose la question de sa remplaçante. En gros, à qui profite le crime aussi, hein, c'est aussi la question qu'on peut se poser. Est-ce que, alors il y a beaucoup de questions, est-ce que celle qui va la remplacer, je dirais, est la coupable? On peut se poser aussi la question, est-ce que ce sera forcément la coupable? Il y a le triple threat aussi, parce que forcément, il y a deux places vacantes finalement, hein, avec l'absence de Cargill. C'est-à-dire la place vacante du Wargames, et la place vacante lors du triple threat de qualification pour le titre US, avec Michin et Piper Niven. Et on ne sait pas qui. Alors moi je fais attention, j'ai pas envie de regarder les spoilers, parce que voilà, je trouve pas ça amusant. Pour un résultat de match, j'aime pas regarder les résultats, donc je préfère garder la surprise. C'est un peu chiant ça, les enregistrements, hein, de show. Alors oui, je sais qu'il y a, là c'est un peu spécial parce qu'il y a Thanksgiving qui arrive, donc je pense qu'on leur a donné un petit peu de temps avec la famille. C'est pour ça qu'ils ont déjà enregistré avec ce week-end de Thanksgiving qui arrive. Ceci explique cela, mais du coup, place vacante. Alors pareil, est-ce que celle qui va remplacer Jade Cargill dans le triple threat serait éventuellement la coupable? Est-ce que, et encore une nouvelle question, est-ce que celle qui va remplacer Cargill dans le triple threat sera la même personne qui va la remplacer dans le Wargames? Voilà, vous voyez, il y a quand même pas mal de questions qui se posent, et même si, on va dire, c'était la même personne qui la remplaçait dans les deux matchs, est-ce que ça voudrait forcément dire que c'est la coupable? Allez, encore une question supplémentaire. Voilà. Là, je vous ai bourré de questions. Voilà, je vous ai bien embrouillé. Mais voilà. Bon, maintenant, on va parler un peu des remplaçantes possibles. En premier lieu, c'est Bayley. Parce que Bayley, on l'a beaucoup vu, là, quand même. Déjà, hein, on l'a encore vu à SmackDown. Dans le dernier SmackDown. Elle tourne autour, forcément.
vu que la Cargill n'est pas là, mais bon, quand il y a le brawl avec tout le monde, elle est là. Et forcément, ça raconterait évidemment des choses avec Naomi et avec Io Sky, hein, puisqu'on l'avait vu, Bayley avait rappelé à Naomi quand même qu'il fallait se méfier d'Io Sky, hein, évidemment. Évidemment, elle a un lourd passif avec Io Sky, damage control, tout ça. Donc, ça correspondrait tout à fait je dirais, au portrait type des équipes dysfonctionnelles dans les Wargames, si on avait une Bayley dans la même équipe que Io Sky. Forcément, ça serait facile à raconter. Donc c'est tout à fait envisageable. Et puis oui, on la voit quand même encore. Bah là, on la voit. Donc c'est peut-être pas pour rien. Cela étant, je suis pas sûr que ce sera elle, l'élu. Et mon pronostic irait vers Charlotte Flair. Voilà. Parce qu'on sent qu'elle est proche du retour. Elle a fait un petit teasing, hein, j'ai vu sur X, avec une espèce de glaçon, là, de glace qui se brise. Ouais, ça sent peut-être le retour quand même. Alors, est-ce que ce sera pour le triple threat également? À voir, ce qui n'est pas impossible aussi. Mais je pense qu'il y a des chances pour qu'elle soit aussi dans le Wargames, parce que si on se débarrasse comme ça de Cargill au dernier moment, c'est que à la place, il faut quand même du lourd. Quand même, si on fait tout un mystère pour cette dernière place, c'est qu'il y a du lourd. Alors, on va pas nous refaire le coup de Becky Lynch, on nous a fait le coup déjà l'année dernière, au dernier moment. Là, on va changer un peu, mais je pense que c'est du même tonneau. Donc, ça va être, voilà, pour moi, ça va être Flair. Alexa Bliss, elle continue de s'entraîner, elle l'a montré aussi là en photo, j'ai vu sur Insta. Je pense que ça sera plus pour le Rumble, même si voilà, elle peut toujours nous réserver une surprise. Mais ça sera peut-être. Bon, après, il y a d'autres pistes, hein, pour le titre US, hein, parce qu'on a Shotzi qu'on n'a pas vu, Alexa Bliss, pourquoi pas, Carmella aussi, et Alexa Bliss, donc il y a des options pour le titre US. Mais je dirais que ma tendance serait qu'on n'ait pas la même personne en fait au Wargames et dans le Triple Threat. Donc ma tendance, ça serait qu'au Wargames ce soit Charlotte et que dans le Triple Threat ce soit peut-être entre Alexa Bliss, Carmella et Shotzi. Voilà, ce sera peut-être plutôt ça. On verra. Mais en tout cas, voilà, pour moi, ça va être Flair dans le Wargames à la place de Cargill. Et puis bon, bah si on revient quand même quelques temps en arrière, hein, on avait quand même un vieux au moment à l'époque, hein, où Cargill arrivait là, où elle catchait pas encore, où elle arrivait comme ça en grande star, présentée par Aldis. Elle avait eu un face-off avec Charlotte, hein, on s'en souvient. Voilà, est-ce que c'était peut-être une graine plantée, mais en même temps, bon, est-ce que c'était nécessaire, enfin, est-ce que c'était suffisant ce face-off pour en arriver à cette situation ou de carrément l'emplafonner comme elle l'a pu faire, enfin, comme on a pu le voir, et lui prendre sa place, c'est peut-être un peu exagéré quand même. Belair, ça n'aurait absolument aucun sens qu'elle ait fait ça. Expliquez-moi pourquoi elle aurait fait ça. Quoi, pour dire, oh, bah là j'en ai marre d'être en équipe, maintenant je veux revenir à ma carrière solo. Et je me débarrasse de ma copine avec qui il n'y a jamais eu de tension affichée, pour l'emplafonner. Et puis comment elle aurait... est-ce qu'elle aurait fait faire ça par quelqu'un d'autre? Parce qu'évidemment, elle ne peut pas faire ça elle-même, puisque c'est arrivé en plein match avec Belair. Mais est-ce elle aurait demandé à quelqu'un de faire le sale boulot? Non. Ça va loin, là, ça va loin, Belair, j'y crois pas absolument. J'y crois absolument pas, pardon. Mais en tout cas, oui, Flair, pour moi, c'est ma suspecte numéro 1. Et Bayley, je pense pas que ce soit le genre à faire ce genre d'acte. Mais en tout cas, alors ça serait un peu triste, hein, pour Bayley d'ailleurs, hein. Parce que là, déjà que je trouve que sa deuxième partie d'année, elle est compliquée. C'est même plutôt la descente aux enfers. Et là, bah, si en plus elle se fait damer le pion par quelqu'un d'autre, ça va être dur quand même pour Bayley, alors qu'elle était quand même là actuellement la mieux placée pour être la remplaçante de Cargill. Mais là, malheureusement pour elle, je crois que ça va être Flair. Parce que là, on va pas nous réserver une grosse surprise comme ça, enfin un gros mystère, si c'est pour que ce soit Bayley au final, même si ça serait le choix le plus logique, hein. On est d'accord. Mais là, je pense que ça va être Flair. Voilà. Bref. Voilà. Et peut-être que du coup, on est en train déjà, je dis bien déjà, de builder un Jade Cargill contre Charlotte Flair, peut-être à Mania. Et oui, avec déjà un début d'histoire, jusqu'à ce qu'on ait la révélation. Et puis plus tard, bon ben voilà. Mais ça voudrait dire qu'on est déjà en train, peut-être, de faire confiance à Cargill en solo. Aïe 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 aïe, hein. Ça me ferait quand même très très peur. Et puis il faudrait aussi déjà régler le cas des titres tag. Parce que là, du coup, là, il y a du coup l'absence de Cargill, mais du coup, ça veut dire quoi pour les titres tag? Ils vont être vacants. On n'en parle pas de ça, mais ils risquent d'être vacants. Ça serait la logique, hein. Ce qui pourrait éventuellement donner un petit peu de grain à moudre à ceux qui accuseraient Belair. Oui, comme ça, les titres sont vacants, et comme ça, Belair peut repartir vers sa carrière solo. Bon, pourquoi pas, mais non, mais pourquoi
un acte aussi barbare, on va dire. Pourquoi faire le boulot par quelqu'un? C'est violent quand même, alors qu'elle est avec sa copine, là, elles sont championnes tag. Ouais, non, je n'y crois pas. Je n'y crois absolument pas. Bref, voilà, maintenant, j'ai assez parlé de la remplaçante. Donc pour moi, c'est Flair. Ça va faire du star power, hein, ça c'est sûr. On a une Io Sky, évidemment, et que certains en ont déjà parlé. C'est vrai qu'elle a quand même participé à tous les Wargames, donc c'est vrai que c'est exceptionnel. Mais en même temps, oui, c'est la valeur sûre. Ses spots, ses sauts de la cage, ses sauts dingues, hein, avec sa poubelle sur la tête par exemple, ses moonsaults. Elle est toujours là pour nous offrir le spot du match. Elle va certainement nous réserver encore un gros dive. Et on a quand même du Bel Air et du replay. Voilà, donc ça c'est quand même du gros star power. Et puis si on a Flair, ouais, là l'équipe elle a quand même de la gueule. C'est ça qui est navrant en fait, c'est que on a quand même des bonnes têtes d'affiche, on va dire, dans ce match. Mais le build-up, quoi. Le build-up, j'en arrive au build-up, c'est-à-dire que autant, oui, on est toujours dans les configurations des équipes en tension, hein, évidemment, pour les Wargames, sinon c'est pas un vrai Wargames. Et de deux côtés, hein, même côté heal, avec un Stratton, Jax, hein, c'est toujours aussi compliqué. Il y a Candice LeRae maintenant qui est là, qui a l'air d'être un peu la petite chouchoute maintenant de Jax, Stratton, un peu de jalousie. Jax qui a d'ailleurs bien rappelé à Raquel et à Liv qu'elle l'aimait pas, voilà, qu'elle aimait ni l'une ni l'autre. Donc voilà, c'est pas l'entente cordiale non plus. Puis bon, on se rappelle quand même que rien que dans le pay-per-view précédent, c'était Jax contre Morgan. Hein, donc bon, voilà. Mais c'est du forçage, quoi. C'est ce que j'aime pas. Autant les hommes, à part voilà, 2-3 éléments dont on parlera tout à l'heure, c'était prévisible tout ça. Ça s'écrivait tout seul, ce Wargames. Autant chez les filles, bah, c'est du forcing total. C'est pas naturel du tout. Et on en revient un peu à tous ces pay-per-view de l'époque Vince, je dirais, forcés. Comme les Hell in a Cell par exemple, où on nous faisait des matchs forcés parce qu'il y avait des Hell in a Cell, parce qu'il y avait des pay-per-view éponymes, qu'il fallait absolument mettre deux personnes dans une cage, et du coup on forçait le truc alors qu'il n'y avait pas besoin. Voilà, ça nécessitait pas un Wargames, ça nécessitait pas un Hell in a Cell, mais parce qu'il fallait le faire, parce que c'était le pay-per-view éponyme. Et là c'est pareil, on revient dans ces travers, on retombe dans ces travers-là, c'est le Wargames, donc il faut vite composer des équipes et se dire, voilà, il en faut 5 d'un côté, 5 de l'autre, quoi. Mais voilà, c'est du forcing. Le Jax là, qui se pointe maintenant, là, elle se pointe, elle s'en prend, genre notamment à Cargill dans le match par équipe, là, Raquel et Liv, le match de championnat contre Jade et Bianca. Jax qui arrive, qui fait un mini Samoan drop là, Cargill sur l'éperon du ring. Bon, qu'est-ce qu'elle vient foutre là? En plus, Jax, bon, elle avait dit que pour les titres tag, elle s'en foutait, quoi. Stratton lui en parlait, mais bon, Jax, c'était pas son affaire, elle s'en foutait des titres tag. Et là maintenant, elle vient s'en prendre à Cargill, bon, c'est forcé, quoi. Elle s'en fout en fait de ça, quoi. Jax, normalement, elle doit pas se mêler de tout ça. Donc là, on nous a mis un peu, voilà, les championnes en place. Hein. Alors, il va manquer Cargill du coup, mais sinon on avait quand même les titres tag et du coup les deux championnes solo, quoi. Donc là, on a pris les titres. On leur dit, allez, toutes les championnes, on va les mettre dans ce match. Et on va mettre des défis qui ont des liens, que ce soit actuel ou passé. Et puis on va mettre un peu de tension dans tout ça. Et puis voilà, on va dire, voilà, on a notre Wargames, quoi. Bon, c'est très forcé, ça manque de naturel. Heureusement, la bonne nouvelle, donc, c'est que Rhea est de retour. Alors, il y a le masque de protection. Ce qui me fait dire d'ailleurs que je pense peut-être que par sécurité, ils vont la faire rentrer en dernier. Comme ça, elle aura moins de boulot à faire et ça sera peut-être plus sûr pour elle de la faire rentrer en dernier. Puis bon, vu on l'a pas vu catcher depuis un petit moment, mais du coup, ça fera un petit peu un mini hype. Du coup, de la faire mousser pendant tout le match en attendant qu'elle rentre. Voilà, ça pourrait être aussi une bonne idée. Mais c'est vraiment... heureusement qu'elle est là, oui, parce que comme je le disais il y a quelques temps, c'était ma crainte qu'elle soit absente parce que ça foutait tout en l'air. Le Wargames de cette année, il reposait entièrement sur cette feud entre Liv et Rhea. Si t'as pas un Team Liv contre Team Rhea, si t'as un Team Liv contre un Team Rhea sans Rhea, bah ouais, le Wargames il perd de son sel, hein, forcément. Donc tant mieux, voilà, j'ai envie de dire tant mieux. S'ils la font catcher, je pense qu'ils considèrent que c'est ok pour elle, donc on va pas s'inquiéter pour ça. Hein, c'est que s'ils le font, c'est qu'ils le font sciemment. Oui, il y a beaucoup d'écriture, de relations. Alors oui, Bayley, si elle n'est pas là, c'est dommage.
Maintenant, sans Bayley, bon, ils peuvent quand même raconter un truc entre Io Sky par exemple et Naomi, hein, puisque Bayley avait prévenu. Bon, maintenant, bon, mais Io Sky est passé face, bon, peut y avoir peut-être une petite friture sur la ligne. Bon, de toute façon, bon, elles sont pas dans la même brand, Io Sky et Naomi, donc je suis pas sûr qu'ils racontent quelque chose. Euh, dans les relations, en tout cas, ça peut être un peu tendu. Toujours aussi la relation entre Io Sky et Belair. Voilà, ça peut se raconter. Et en face, bon, bah, Liv Morgan, évidemment, Liv Morgan et Rhea Ripley, ça sera la grosse affiche, entre guillemets, en toile de fond. Peut-être que les deux vont s'affronter en dernier, d'ailleurs. Peut-être que les deux vont rentrer à la fin. Et que, en gros, elle va faire un peu sa coward, elle va pas rentrer tout de suite, quoi. Elle va attendre sagement. Et bon, bah, à un moment donné, elle va rester peut-être enfermée dans sa cage. Et puis c'est Rhea qui va sortir parce que ce sera la dernière. Et puis elle va essayer de la sortir par la peau du cul, quoi. Voilà, ça peut être aussi une idée. Hein, parce que forcément, ça va être tendu. Il y aura Raquel qui jouera les gardes du corps. Voilà. Et puis bah, forcément, la relation, je dirais, à 3, là, entre Jax, Stratton et Candice, avec une Candice qui voilà, commence à prendre un peu plus de place dans le trio. Et Stratton voilà, qui va peut-être commencer un peu à s'inquiéter. Parce qu'on a pu le voir là dans le match qui était bon, hein, d'ailleurs, qui était meilleur que ce que je pensais entre Naomi, là, le match de championnat à SmackDown entre Naomi et Jax. Ben, si Jax gagne finalement, c'est davantage grâce à l'intervention de Candice que l'intervention de Stratton qui finalement n'a pas apporté grand chose. L'intervention de Stratton a même failli coûter le titre à Jax. Hein. Et c'est quand Candice intervient que dans la foulée, ben, Jax s'impose. Hein. Donc ça peut être un truc intéressant à raconter, hein, et à noter. Voilà, donc voilà, l'affiche à nouveau, enfin, on voit les petites chouchoutes de Triple H, voilà, la Candice, il l'aime bien, voilà, donc il l'intègre, Raquel, il l'aime bien, Jax, il l'aime bien, enfin, bref, voilà, on voit toutes les filles qui sont là, en gros, de toute façon, Io Sky, c'est la valeur sûre, faut la mettre à chaque fois, Rhea Ripley, bah là, de toute façon, c'est sûr que ça, pour Triple H, c'est carrément, c'est de l'or. Et puis Bianca, bien entendu. Voilà, donc il y a des filles que Triple H aime par-dessus tout. Voilà, ça sera pas dégueu, mais c'est surtout le build-up que je dirais que je déplore, quoi. Où c'est très, très, très forcé, on le sent. Et finalement, j'en arrive à me dire qu'en fait, j'ai hâte qu'on passe à autre chose, quoi. Et qu'après le Wargames, chacune revienne dans sa brande respective et qu'on reprenne les affaires. Parce que bon, là, on est en train de mettre un peu entre parenthèses les feuds pour nous faire cette guerre là. Et donc j'espère quand même qu'ils vont utiliser les petits éléments de storytelling pour malgré tout faire un petit peu avancer les histoires, hein, donc notamment la relation Stratton-Jax et puis évidemment la feud entre Liv et Rhea, hein, qui devient quand même très très longue, hein, très très longue. Je sais pas si ça va aller jusqu'à Mania parce que ça fait quand même très très long, mais j'aurai ma petite idée d'ailleurs là-dessus. Le pronostic, il est pas si évident. Hein. Les Wargames, c'est jamais facile, hein, je trouve. Mais ma tendance irait quand même vers la Team Face, la Team Rhea, parce que justement, il y a ce mystère. Le mystère, bah, forcément, voilà, on a envie de se dire, bon, bah, il y a la fille mystère qui va arriver. Donc, du coup, enfin, en tout cas, un nom, ça va être un grand retour. Donc, je pense Flair. Donc, du coup, on se dit, bon, bah, voilà, ils peuvent pas perdre, quoi. Ça fait comme quand Becky est revenue l'année dernière dans la même situation. Bon ben voilà, tu peux pas la faire perdre, quoi. Donc ça sera peut-être Flair d'ailleurs qui fera la décision, hein, ça pourrait être intéressant. Si elle fait le pin sur Jax par exemple, ouais, là tout de suite, ouf, ça marque le coup là. Hein, si Flair fait le pin sur Jax par exemple, à cause d'une erreur, peut-être une erreur de Stratton, et du coup Candice dira, bah tu vois, voilà, tu peux pas lui faire confiance, voilà, c'est de sa faute. Et à nouveau, elle va faire la chouchoute, du coup, elle va faire les faillottes, Candice. Voilà, ça peut raconter des choses. Et Flair va peut-être effectivement aller voir du côté du titre de Jax, hein, en faisant le pin sur elle, on sait jamais. Et puis bah, sinon, bah, ça peut être Rhea sur Morgan. Voilà, Rhea sur Morgan. Et puis derrière, bah, à nouveau, hein, bah, j'ai fait le pin sur toi. Là, j'en ai marre. Il y a toujours quelqu'un pour intervenir. Je te veux pour toi, pour moi toute seule. Et puis faites un steel cage match, par exemple. Voilà. Et peut-être qu'ils vont régler ça à Saturday Night Main Event. Et là derrière, Rhea prend enfin le titre. Et on part sur autre chose. Voilà, parce que j'ai déjà des idées pour Morgan et sa clique. Voilà, j'en parlerai peut-être plus au moment où je ferai une carte prédictive de Mania, hein, comme chaque fin d'année. Mais parce que
Autant, ouais, j'avais peut-être l'idée de voir une Rhea en chier finalement avant de retrouver son titre et d'attendre Mania. Autant là, je me demande si ça fait pas trop long, quoi, parce que déjà que la feud Morgan Rhea, elle traîne largement en longueur. Je la vois pas finir, ça aller jusqu'à Mania, c'est beaucoup trop long. Je pense qu'ils vont en finir avec le règne du livre à un moment donné, là, dans pas si longtemps. Je pense que Saturday Night Main Event, ça pourrait être le bon moment. On finit l'année avec le feel good moment pour Rhea et on passe à autre chose, quoi. Voilà, parce que. Et puis voilà, le Rumble permettra de donner une autre adversaire. Peut-être à Rhea, justement. Bref, on aura le temps d'en reparler de tout ça. Et je trouve, à nous aussi, on est dans une situation, bah, justement, les faces sont un peu plus en péril, un peu plus en danger avec Cargill en moins. Du coup, bah, un peu le même raisonnement qu'avec Priest, Gunther. Gunther il est plus dans le doute, donc Twist, victoire de Gunther, alors que Priest lui il est plus justement dans un avantage psychologique. Là c'est un peu pareil, j'ai l'impression que c'est plus un avantage psychologique pour les heals, et du coup bah, une équipe face qui a des doutes, voilà, avec donc une Cargill absente pendant un bon moment je pense, du coup bon bah la remplaçante qui va être un grand nom, hein, je pense Flair, et du coup voilà, elles vont gagner. Voilà, tout simplement. Et puis je trouve qu'aussi, il y a quand même les deux ceintures solo sont quand même du côté heel, hein. Voilà, il y a les deux ceintures solo du côté heel. Donc je trouve qu'il y a beaucoup plus de raisons de faire gagner l'équipe d'en face, donc l'équipe face, pour que bah, justement on donne justement des raisons. Alors peut-être plus du coup que ce soit Jax, parce que Morgan elle a déjà Io Sky, hein. Io Sky elle a gagné sa chance, hein, dans la bataille royale d'Arabie Saoudite, là elle a toujours pas eu son title shot, mais elle l'a. Donc ce serait peut-être plus intelligent de faire le pin sur Jax, hein, notamment par Flair, si c'est bien elle. Rhea Ripley, bah, à voir, parce que là aussi, ils peuvent peut-être teaser un triple threat, hein, parce que Yosuke, elle a sa chance, et Rhea, bah, évidemment qu'elle veut récupérer aussi son titre. Donc forcément, bah, il y aura peut-être des tensions entre Rhea et Yosuke aussi. Voilà, ça peut être aussi un truc intéressant à voir. Bref, on verra. Voilà, donc le match, bon, c'est toujours bordélique, hein, c'est compliqué. Il y a le match de l'avantage entre Jax et Belair à Raw. Donc j'aurais tendance toujours à donner l'équipe perdante avec l'avantage, donc je donnerai l'avantage au heel. Donc victoire de Jax pour moi plutôt sur Belair. Donc ils vont protéger ça, hein. Ça va être overbooké comme pas possible, hein. Victoire de Jax très contestable sur Belair. Et voilà. Et puis bon, bah au moins on aura peut-être un peu. Ce que j'aime bien, c'est de temps à autre dans le catch les enquêtes policières. Donc par rapport à la personne qui a foutu Cargill sur le pare-brise, on verra. Mais ça peut être intéressant quand même d'avoir des suspects, des doutes autour de certaines personnes. Ça reviendra peut-être autour de Belair, ça serait étonnant, mais pourquoi pas. Et donc Flair, on verra aussi. Voilà, il y a quand même plein de choses à raconter, hein. Des interactions, du gros bordel, des spots de ouf. Voilà, donc autant voilà, le match il peut être cool, autant c'est plus la construction que je trouve très très forcée et manquant de naturel, contrairement aux hommes, même si du côté des hommes, il y a aussi quand même un petit forcing. Hein, on va en reparler juste après. Donc pour moi, victoire des faces pour les filles. Et on va passer donc au main event, hein, parce que je pense que là, ils vont commencer par les filles. Ce show, ils le termineront par les hommes, à savoir le War Games masculin, Bloodline contre Bloodline. On va dire Bloodline Originals contre New Bloodline, hein, on va résumer ça comme ça, même s'il n'y a pas que ça. Voilà, bon bah déjà on va parler des faces. Bah, Sami Zayn, Jimmy, Jay, Roman Reigns. Et donc une cinquième personne finalement, hein, on n'est pas sur un 4 contre 4 finalement, on a une cinquième personne qu'on nous a ajoutée là, annoncée par Paul Heyman lui-même, qui était également de retour, sous une grosse pop bien évidemment. L'ex Paul Heyman guy, Voldemort is back. Et oui, évidemment, un an après, c'est le symbole, un an après son retour au Survivor Series, le voici impliqué cette fois-ci dans le match du War Games, hein, donc ajouté, puisque effectivement ils attendaient et cherchaient une cinquième personne ils ont bien essayé de chercher, hein, notamment Rollins, ça n'a pas fonctionné, LA Knight ça n'a pas fonctionné, il y avait plus trop de cartouches, et du coup c'est Paul Heyman qui a fait son retour et qui a dit non, vous inquiétez pas, ça sera pas un 5 contre 4, et il y aura bien un 5 contre 5, et puis donc il a annoncé Voldemort. Et donc en face, l'équipe normalement qu'on devait avoir, c'est-à-dire Solo, Fatou,
Tamatonga, Tangaloa, et ils ont quand même rajouté Bronson Reed. Hein? Ouais, mais pourquoi? Ça sort de nulle part. Ça sort de nulle part. Cette intervention qu'on a pu avoir à SmackDown, là, de Reed. Alors oui, certains ont dit, oui, il a des origines samoanes, machin, machin. Très bien, mais qu'on nous le dise déjà, qu'on nous l'explique. Il n'y a rien, aucune explication qui nous au moins qu'on nous dise un minimum de choses. Qu'on soit pas obligé d'aller sur Wikipédia ou je ne sais où pour dire ah oui c'est vrai quand on regarde sa fiche machin ses origines ah ouais ça se tient. Oui mais je suis bien content mais qu'on nous le dise au moins, on nous donne 2-3 éléments parce que là ça sort de nulle part. Bronson Reed il est en feud avec Rollins point. C'est pas SmackDown en plus. Qu'est-ce qu'il vient foutre là en fait? C'est n'importe quoi, c'est du forcing. À nouveau, est-ce que je reproche autant alors oui en termes de naturel. Ce Wargames, ça fait quand même des mois et des mois qu'on l'annonce, hein, ce Wargames autour de la Bloodline. De Mania, après Mania, quand on a vu la New Bloodline se former, l'arrivée de Tamatonga, etc., et petit à petit, voilà, et puis après à Backlash, on a vu Tangaloa, et puis après un peu plus tard, on a vu Fatou, etc. Enfin, on a senti très bien, voilà, on a vu que la famille s'agrandissait, on a senti venir de très très loin le Wargames autour de la Bloodline. Très bien. Donc c'était très naturel. Mais là, on arrive sur du forcing, sur les 5e membres. Pour moi, il n'y avait pas besoin de 5e membre. C'était un 4 contre 4. Ils se sont compliqués la tâche. C'était vraiment un 5 contre 5, un 4 contre 4, pardon, très facile à faire. On avait Sami Zayn, parce que c'était un Bloodline original, on va dire. Sami Uso, avec les Uso, avec Reigns. Et puis voilà, puis tu ajoutais tu mettais la New Bloodline en face, point. Et pourquoi est-ce qu'ils ont été se faire chier, se compliquer la tâche en ajoutant Bronson Reed qui a rien à voir avec la choucroute et en plus à ce moment-là, bon bah quand ils ont mis Reed la semaine dernière, je me suis dit bon bah ok c'est plié, ça va être Rollins quoi. Rollins qui va faire le 5e, voilà comme ça on raconte en même temps la feud de Rollins. Et ben non. Et du coup il a refusé parce qu'il a des valeurs. Il dit je peux me mettre en équipe avec n'importe lequel d'entre vous, mais pas avec Reigns quoi. Non, impossible, je ne le ferai jamais. Voilà, il a refusé, hein, purement et simplement. Malgré un dernier forcing là qu'on a pu voir à SmackDown, il a refusé. Mais du coup, ça rend un petit peu la présence de Reed inutile, quoi. Parce que la feud, Reed, il est là. Enfin, pour moi, Reed, il est là parce qu'il y avait Rollins. Mais s'il n'y a pas Rollins, Reed, il sert à rien en fait. C'est pas son histoire. Son histoire, c'est Rollins. Donc bon. J'ai un peu mieux compris l'ordre, parce que je l'avais dit dans ma review là, de Crown Jewel, que je trouvais qu'ils s'étaient un peu trompés. Ils avaient dans la trilogie qu'ils auraient dû commencer par une victoire de Reed, faire une revanche avec une victoire de Rollins, avant que Rollins ne gagne la belle. Ils l'ont fait autrement, donc avec une victoire de Rollins la première fois, donc à Crown Jewel. Ils ont bien fait une revanche à Raw, victoire de Reed. Et comme on a pu voir qu'il y avait Solo qui était intervenu, ça permet d'un peu mieux comprendre l'ordre qui permet de justement donc de faire gagner donc Reed parce que justement il était intégré dans la team Bloodline là et aux dépens de Rollins pour avoir son 1 partout. Je comprends maintenant un peu mieux après avec le recul pourquoi ils sont procédés ainsi. Ils sont censés dire que c'était la dernière des dernières, mais j'y crois pas. Pour moi, il va y avoir un match STPU et dans un match 3, je pense même que ce sera Saturday Night Main Event qu'on réglera ça une dernière fois pour finir cette rivalité de transition, on va dire, et cette occupation. Hein, faut bien occuper Rollins en attendant Voldemort justement d'avoir Bronson Reed contre Rollins numéro 3, match STPU pour Saturday Night Main Event. Pour moi, c'est mon pronostic. Ça peut avoir un avantage, on va dire, dans la mesure où Rollins, on lui a demandé de venir dans cette équipe, dans ce Wargames, comme il a dû le faire aussi, malgré ses désaccords, sa relation tendue avec Cody l'année dernière, de refaire la même chose, et que du coup le fait que ce soit Voldemort avec qui il s'entend pas bien du tout et avec qui il va être bientôt en feud, qui va le remplacer entre guillemets ou qui va prendre sa place, ça peut être aussi intéressant en termes de storytelling pour l'ego de Rollins de se dire ah oui vous m'avez remplacé par lui, d'accord je le note, voilà. Donc néanmoins je serais pas surpris qu'on voit quand même Rollins apparaître dans ce match pour avoir un rôle, un face-off avec Voldemort, évidemment un face-off avec Reed. Et même plus que ça, je pense même qu'il pourrait y avoir une baston avec Rollins qui va s'impliquer, qui va peut-être écarter même Reed du match, ce qui va permettre du coup au face d'avoir un certain avantage numérique
On verra d'ailleurs, on nous a pas annoncé quel était le match de l'avantage pour l'instant. Autant on sait qu'il y a Bianca Belair contre Nia Jax pour les filles, autant là pour les hommes on le sait pas encore. Nouveau, peut-être que l'avantage sera donné au heel, mais ça, rien n'est moins sûr. On verra. Parce que oui, moi nouveau, je donne la victoire aux face. Ma tendance irait davantage vers une victoire des face dans ce match. Parce que à nouveau, la construction, on a l'impression que c'est plus les face, plus les heels qui sont en avantage psychologique. Parce que finalement, il n'y a pas de tension. Reed, bah, il arrive comme ça, en force pure là. Et voilà, bon, bah, il y a des avantages, il a des origines samoanes. Bon, voilà, il s'intègre bien dans l'équipe. Pas de tension apparente dans cette équipe. Donc ils sont en position de force. Et en face, une équipe qui galère. Un peu comme les filles. Parce qu'il leur manquait une personne. On leur ajoute cette personne-là. Voldemort. Un face-off avec Reigns. On sent déjà que c'est tendu. Paul Heyman. Qu'est-ce qui se passe? Il arrive comme ça. Son téléphone répondait pas là. Le numéro pas attribué la semaine dernière. Il arrive. Il fait son grand retour. Pas de cravate. Moi, c'est le seul truc qui m'a marqué. Pas de cravate. Ah ouais, t-shirt rouge, veste noire. Ah, ça fait un peu penser à Solo. Ah, tiens, parce que ça peut être un petit détail intéressant ça. L'histoire aussi, oui, on a vu Zayn qui sortait un téléphone de sa poche, qui l'a balançait sur le canapé, dans le dos des autres. Qu'est-ce que ça cache? Parce que c'est au même moment qu'un peu plus tard, on aura vu Reigns qui n'arrivait pas à joindre Paul Heyman. Quel est le rôle de Paul Heyman là-dedans? Est-ce qu'il nous cache pas quelque chose? Pas impossible non plus. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas encore un twist derrière tout ça? Est-ce que on va pas avoir une relation un peu étonnante, je sais pas, hein, entre Heyman et The Rock? Enfin, il y a plein de fantasy booking possibles, mais en tout cas, il m'a pas l'air très net Heyman là-dedans. En tout cas, voilà, une construction chaotique de la Team Face. Il y aura de la tension. Ils ont un peu mis leur ego de côté, donc ça a l'air d'aller mieux maintenant entre Sami Zayn et les autres, même si, à mon avis, ils risquent de remettre une pièce dans la machine. Avec peut-être un coup malencontreux de Zayn sur Reigns, hein, pour revivre ce qu'on a vu à Crown Jewel. Et là, Jimmy qui va dire, tu vois là, et là, tu vas encore me dire que c'est pas volontaire là, voilà, et recommence, voilà, remettre un peu de tension. C'est pas impossible qu'il nous fasse ça, ou alors peut-être au contraire, un Sami Zayn qui va être encore héroïque, hein, comme la fois où dans le Wargames de la Bloodline, là où Sami Zayn avait notamment sauvé Jay, etc. On se souvient. Il peut être aussi un élément important. Je pense que ça sera pas très clair entre Voldemort et Reigns. Hein, il y aura des face-off, il y aura des moments un peu tendus. Ça va peut-être travailler un peu à deux, mais il y aura des tensions. Je pense que là, le dernier SmackDown qu'on va voir, il y aura des éléments. Mais d'autres arguments pour la victoire face, bah, c'est que les face ont perdu donc à Crown Jewel. Hein. Donc la victoire la défaite de Reigns et des Usos à Crown Jewel, pour moi, c'était un signe selon lequel ils allaient gagner en contrepartie au Wargames, quoi. Pour moi, c'était forcément ça, c'est l'équipe qui perdait à Crown Jewel gagnait le Wargames, quoi. Donc du coup, pour moi, à nouveau un argument pour une victoire des Faces. Et donc oui, comme je disais, les Faces se sont beaucoup fait défoncer, hein, notamment lorsque Reed est arrivé en cinquième officiellement. Construction chaotique, le build-up du coup difficile pour les Faces, qui rend donc plus probable leur victoire. Et un autre argument, qui sera peut-être un peu plus compliqué, mais pas impossible à avoir, ça serait peut-être l'occasion de ressortir du placard le vieux teasing de désaccord qu'on avait pu avoir entre Solo et Tama Tonga, hein, qu'on avait pu entrevoir il y a quelques temps, avec un peu de Misco, avec Tama Tonga, il hésitait à lui donner le collier, à rendre le collier à Solo. Est-ce qu'ils peuvent pas remettre un peu de ça? C'est pas impossible, et que peut-être avec un peu de tension, à un moment donné, une Misco entre Tama Tonga et Solo, ça pourrait raconter quelque chose, on sait jamais. Fatou aussi, attention parce que Fatou, il le build très fort, mais c'est pas impossible que ce soit aussi pour que Fatou à un moment donné il explose et qu'il finalement il rentre en collision avec Solo. Ça peut être aussi une idée d'avoir une feud entre Solo et Fatou, avec les Guerrillas of Destiny qui vont devoir prendre parti. Ils vont, voilà, à un moment donné, il va falloir qu'ils choisissent leur camp. Pourquoi pas? C'est pas impossible pour un face turn de Fatou, pour l'avoir pas mal vu du côté de la MLW, Fatou. Fatou en face, pour ceux qui l'ont pas vu, je peux vous dire que ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien, Fatou en face. Hein.
C'est comme ça qu'il est parti d'ailleurs de la MLW, il est parti, il était face à ce moment-là. Donc on sait jamais, ça peut bien fonctionner et ça peut être une feud potentielle entre Solo et Fatou pour Mania, avec déjà des premières graines plantées, avec de la Misco aussi. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup d'arguments, je trouve, en faveur des faces et moins en faveur des heels. On pourra peut-être aussi avant cela avoir le fameux Ulafala en jeu. Qui est le vrai Tribal Chief entre Reigns et Solo. On fait le match, ça peut être au Rumble, ça peut être même un Saturday Night Main Event, on sait jamais. On fait gagner Reigns avec peut-être justement à cause de Fatou, volontairement ou non. Et là voilà, on continue à faire avancer la relation tendue entre Solo et Fatou et hop, on va jusqu'à Mania avec ça. Voilà, un booking possible. Et puis Reigns, bah lui, pourra le remettre avec The Rock, avec Cody, voilà, ce fameux triple threat qu'on utilise. Voilà, je pense que voilà, il y a peut-être un petite route qui est en train de se dessiner pour les uns et les autres du côté de Mania. Voilà, ça c'est en réflexion par rapport au moment où je parlerai de la carte prédictive, un peu fantasy booking, mais prédictive de WrestleMania 41 quoi. On verra, on aura le temps d'en reparler. Voilà, donc j'ai pas beaucoup finalement d'arguments en faveur des heels. Donc je vais davantage aller vers les faces. Il y aura des tensions, il y aura de la misco évidemment, il y aura du drama. Donc je pense qu'en storytelling on sera bien, mais je déplore, le match sera plutôt bon, ça va être bien bordélique, bien bourrin. Il y aura des gros spots, mais après je me méfie, j'ai un peu peur, on va dire, d'un certain Tangaloa. Voilà, Tangaloa, Monsieur Catastrophe, ça c'est sûr, ça risque d'être compliqué. On va dire que depuis son match du Hell in a Cell, j'ai un peu moins de crainte par rapport à Voldemort, qui en plus peut tout à fait rentrer vers la fin. Donc, mais on a vu qu'il peut tenir bien 20 minutes dans un Hell in a Cell, donc il peut tenir dans un Wargames aussi. Alors, mais je le mettrai quand même pas dans les premiers, quand même, faut pas exagérer. Mettez-le vers la fin, je pense que ce serait déjà très bien. Donc je pense qu'il pourra gérer, on va dire, il a l'avantage de l'expérience. Donc à nouveau, je reparle peut-être des petits problèmes qui étaient des imprévus qu'il peut y avoir dans ce type de match, et au moins on a besoin de mecs expérimentés, on va dire, pour gérer les impondérables, et il sera peut-être là aussi pour ça. Voilà, je vois pas de match teasé entre Voldemort et Reigns. Je vois pas, parce que c'est même pas la même bande en plus, et puis c'est pas leur histoire. Rollins par contre, oui, Rollins avec Voldemort, ça on va nous raconter l'histoire. Rollins, ça serait quand même intéressant qu'il vienne, qu'il passe une tête Rollins, parce que déjà il a rien à faire, et qu'en plus, oui, mais du coup, la relation avec Reigns, la relation avec Voldemort, la relation avec Bronson Reed, il a tout intérêt, franchement, à se pointer. Il y aurait plein de choses à raconter là avec Rollins dans ce match, et il pourrait justement commencer peut-être à construire quelque chose avec Voldemort, tout en ayant un Reed qui, bon, soi-disant que c'était leur dernier match, mais ils peuvent peut-être aussi teaser un match 3. Voilà, ça c'est intéressant, surtout si Rollins dégage Reed du match, ce qui va peut-être occasionner une infériorité numérique au heel, ce qui profiterait au face. Donc finalement, Rollins, même s'il n'est pas du match, il aura quand même apporté sa pierre à l'édifice. Voilà, et ça sera peut-être pas quelque chose qui va plaire notamment à Reigns ou à Voldemort. Voilà, ça aussi, ça peut être un élément intéressant. Bref, storytelling, on l'aura, on sera bien. On aura des bons éléments, in-ringment parlant, on peut avoir des bonnes choses aussi, des gros spots, ça va être le gros carnage. Je m'attends pas à un match parfaitement réalisé, il y aura sûrement peut-être des petits bugs, des petites imperfections. J'espère qu'il n'y en aura pas trop et que ce sera pas dommageable, on va dire, dans la qualité générale du match. On fera l'analyse de toute façon la semaine prochaine et puis on verra bien. Mais pour moi, victoire des Faces, en tout cas c'est plutôt ma tendance actuelle. Voilà, on va terminer, c'est déjà terminé pour les Wargames. On va terminer donc cette vidéo par le traditionnel top 5 des matchs que j'ai préférés durant le mois écoulé. Donc la période d'éligibilité, c'était du 27 octobre au 24 novembre, donc jusqu'à aujourd'hui. Donc ça impliquait aussi éventuellement Full Gear, malgré le fait qu'il ça a eu lieu que la nuit dernière, donc c'était peut-être un peu tard. En tout cas, je l'ai intégré dans la période d'éligibilité, donc vous verrez bien s'il y a un ou plusieurs matchs qui seront dedans. En tout cas, on va commencer par le numéro 5 de ce classement. Il s'agit de Judas Icarus et Travis Williams contre Mao et Mac Bailey. C'était dans le show DDT TJPW Defy Triangle DDT du 10 novembre. 4 écarts pour la note. C'était
à Seattle qu'on était dans ce show spécial qui mixait donc les trois compagnies là, DDT, TJP, DeFi. Ça change des shows dont je parle habituellement d'ailleurs. C'est l'occasion d'avoir des affiches fraîches et cool, et celle-ci en faisait partie avec ce main event donc entre Moonlight Express, l'équipe composée de Mao et Mac Bailey, et Sinner and Saint, Travis Williams et Judas Icarus, que l'on commence maintenant à voir régulièrement du côté de chez TNA en compagnie de Josh Alexander. Un match forcément très hypé, très typé indie, une petite salle assez sombre, mais grosse ambiance pour ce match tag de haute volée, mixant à la fois comédie et manœuvre de high flying en tout genre. L'écran va se splitter à un moment donné, lorsque deux duels auront lieu chacun d'un côté de la salle, se concluant par une joute digne du Moyen-Âge, avec les chaises qui remplacent les lances et les chariots qui remplacent les chevaux. Une fois passé ce moment insolite, on part vers un match tag team bien plus spectaculaire, avec pas mal de prises de risque à l'extérieur, comme ce double moonsault bras dessous de la part des Moonlight Express. Les kicks vont aussi pas mal pleuvoir, notamment de la part de Bailey. Il y a vraiment de beaux échanges, c'est spectaculaire, malgré quelques petits ratés, mais heureusement sans conséquences. Évidemment, comme on est dans l'esprit indie, ça vire souvent au too much, mais on sait déjà à quoi s'attendre quand on assiste à un tel match dans un tel show. Le match dure pas mal de temps et on passe vraiment un agréable moment. 4 écarts donc pour ce match tag vraiment fun. Zéro storytelling ici, et c'est juste du pur plaisir et rien d'autre. On va passer maintenant au match numéro 4 du ce classement. Il s'agit de Ishin contre Mochizuki Junior. C'était dans le show King of Gate 2024, jour 1 du 7 novembre. 4 écarts pour la note. Parlons un peu justement de la Dragon Gate, c'est assez rare dans mes top 5, et ça ne doit être que la deuxième fois que j'en parle, si je ne m'abuse. Nous étions évidemment au Korakuen Hall, et c'était donc dans le cadre du King of Gate 2024, c'est un tournoi annuel de la Dragon Gate dont le vainqueur a le droit à un shot au titre mondial, c'est un peu le G1 de la Dragon Gate. Et le titre justement auquel le gagnant prétend, c'est l'Open the Dream Gate Championship, qui est détenu actuellement par Yamato. Ishin, malgré ses seulement 27 ans, montre qui est le patron au jeune Mochizuki Junior, 22 ans. Il l'initie en quelque sorte au catch à la dure, en le malmenant une bonne partie du match, en s'attaquant notamment à son dos. On comprend donc aisément qu'ici, Mochizuki a un rôle d'underdog face à un Ishin qui lui est bien supérieur en termes de gabarit. Mochizuki Junior saignera assez tôt, au coude par ailleurs. Le match est d'une intensité folle. Les échanges de German Suplex furent intenses et les deux German Suplex portés avec beaucoup d'amplitude par Mochizuki sont vraiment très belles à voir. Le Lariato d'Ishii pour venir contrer Mochizuki venu à sa rencontre est juste incroyable de férocité. Il a fait un soleil incroyable, faisant valdinguer Mochizuki comme une vulgaire poupée de chiffon. Les claques pleuvent. Et la tension monte, dû au time limit draw de 20 minutes imposé dans ce tournoi, ce qui oblige chaque lutteur à se dépêcher pour en finir. Cette tension concourt aussi pas mal à la qualité de ce match, en plus, bien entendu, de son intensité et de son côté strong style, fort agréable à regarder. Vraiment une petite pépite à voir à tout prix. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à regarder ce match entre deux catcheurs que je ne connaissais pas, je l'avoue, et dire que ces deux-là, en plus, cumulent seulement 5 ans d'expérience à eux deux. La Dragon Gate a donc de beaux jours devant elle. 4 écarts donc pour ce combat de haute volée, fort recommandable. On va passer maintenant au numéro 3 de ce classement. Il s'agit de Francesco Akira et TJP contre Kosei Fujita et Robbie Eagles. C'était lors du show New Japan Power Struggle Super Junior Tag League 2024, du 4 novembre, 4,5 pour la note. C'était donc la grande finale, tout simplement, de la Super Junior Tag League, un tournoi par équipe, dont les vainqueurs auront droit à un match de championnat pour les titres IWGP Junior Heavyweight Tag Team Championships à Wrestle Kingdom 19 le 4 janvier prochain. C'était du moins le but initial, même si, sans vouloir spoiler, malheureusement on a l'impression que cette finale n'aura pas servi à grand chose, c'est fort regrettable. En tout cas, cette finale oppose l'équipe Catch Tutu, composée de TJP et Akira, tout simplement les tenants du titre, au Ichiban Sweet Boys, composé des deux membres de TMDK, Robbie Eagles et Kosei Fujita, déjà participants l'an dernier, et pour la première fois, finaliste cette année. Un match qui vaut mieux d'être regardé que commenté en réalité, tellement il y a eu d'action du début à la fin de cette finale. La plupart du temps, on aura eu plusieurs hommes dans le ring à la fois, ce qui aura beaucoup contribué à l'animation de ce match et à sa folie. Les near falls sont bien distillés à chaque fois, et à chaque fois j'y ai cru, quoi. Les sauvetages miracles étaient aussi de la partie pour nous provoquer un max d'émotion. Les moves sont spectaculaires, tout le monde se donne à fond et il est très difficile de savoir qui va s'imposer. On sent que ça va se jouer sur de menus détails et en effet le move final aura tout de même valu un dégagement à 3,1 et c'est bien le seul reproche que je ferai à ce match, à savoir son finish opportuniste, pas assez décisif
et permettant de se dire que l'équipe gagnante a remporté ce tournoi sans la moindre contestation possible. À l'issue de ce combat, on peut pas dire que la meilleure équipe a gagné, car c'était vraiment du 50-50 jusqu'au bout. Mis à part cette petite critique, ce fut une excellente finale menée à 100 à l'heure, au point d'avoir quelques miscos de la part des deux équipes. Une belle poignée de main entre les deux équipes après le match. Les gagnants demanderont aux champions Kushida et Kevin Knight de venir les rejoindre. C'est là que le booking laissera, à mon sens, à désirer, rendant la finale assez inutile à l'arrivée, vu l'angle auquel on va assister. En tout cas, en dépit de cet élément regrettable, ce fut probablement l'un des meilleurs matchs tag de l'année, carrément, entre deux très bonnes équipes de la division junior de la New Japan. 4,5 pour cette superbe finale haute en couleur. On va passer maintenant au numéro 2 de ce classement. Il s'agit de Shingo Takagi contre Zack Sabre Jr. C'était à nouveau dans le show New Japan Power Struggle Super Junior Tag League 2024 du 4 novembre, le même show, 4 étoiles et demie, match qui comptait pour le titre IWGP, World Heavyweight, détenu par Zack Sabre Jr. Depuis le 14 octobre, parce que oui, ça y est, sans trop de surprise, Zack Sabre Jr. est parvenu à décrocher le titre suprême de la New Japan en détrônant surtout Tetsuna Naito lors du show King of Pro Wrestling, une nouvelle ère s'ouvre à la New Japan, et Zack Sabre Jr. en est désormais le chef de file. Après avoir conservé son titre face à Sanada chez lui en Angleterre, le champion s'attaque cette fois-ci à l'expérimenté Shingo Takagi qu'on ne présente plus. Quand on veut crédibiliser son règne de champion, Takagi, c'est un peu le passage obligé. Ça faisait tout de même la 7e fois que ces deux-là s'affrontaient. La première fois remontant tout de même à la VXV lors du 16 Caragold il y a 15 ans de cela. Un clin d'œil sera d'ailleurs fait dans le match lorsque Takagi va porter sa prise d'étranglement qui lui avait justement permis de battre Zack Sabre Jr. lors de leur premier match en 2009. Comme à son habitude, Zack Sabre Jr. sera clinique dans ce match, un véritable chirurgien du ring qui va s'attaquer aussi bien aux bras qu'aux jambes, qu'aux coups de son adversaire. Un travail remarquable de soumission, ce n'est pas pour rien qu'on le considère comme l'un des meilleurs techniciens du monde. Takagi, pour sa part, va faire preuve d'énormément de fighting spirit et de résilience, comme d'habitude. Ses lariats sont toujours aussi appuyés, c'est made in Japan beau à voir, mais le champion va résister malgré tout. Le match est épique, il va durer une demi-heure, mais on voit pas le temps passer, tant ce match est de qualité. L'alchimie est là, les kick-outs sont efficaces, le selling est superbe des deux côtés, notamment Takagi au niveau de sa jambe, lorsqu'il va tenter difficilement de porter son Last of the Dragon, ce qui l'empêchera ensuite de pouvoir faire le tomber dans la foulée. Un post-match qui sera marqué non seulement par la venue de Shota Umino, venu défier le champion à Wrestle Kingdom 2025, mais aussi l'arrivée inattendue de Ricochet, et oui, pour son grand retour chez New Japan, venu s'attaquer au champion sous une belle pop du public. Il vient carrément défier le champion donc à Wrestle Dynasty le 5 janvier, donc juste le lendemain de Wrestle Kingdom. Ce sera donc un sacré double défi qui attendra le champion dès le début de l'année prochaine. Bref, un excellent combat de la New Japan qui lui vaut un beau 4,5 et c'est bien sûr un match que je vous recommande chaudement, y compris pour son post-match fort animé. Et on va terminer cette vidéo et donc ce top 5 avec le numéro 1 de ce classement. Il s'agit de Kyle Fletcher contre Will Ospreay. C'était lors de Full Gear 2024, le 23 novembre, la nuit dernière. 4 étoiles 75 pour la note. Et oui, voilà, Full Gear est donc bien représenté. Au dernier moment, ils ont réussi à s'intégrer dans ce top 5 et c'était tout frais, donc c'était donc la nuit dernière, c'est terminé à 6h du matin, j'ai regardé tout ça en direct, ça a été compliqué, donc j'ai pas beaucoup dormi, mais j'ai eu le temps quand même d'intégrer ce match. C'est donc un match qui avait une saveur particulière, vu que les deux ont longtemps été partenaires dans le clan United Empire du côté de la New Japan et que leur amitié a continué du côté de la EW, jusqu'au jour où Fletcher a trahi Ospreay avec un coup de tournevis à Wrestle Dream, lui coûtant la possibilité de prendre le titre international à Takeshita. Il portera ensuite d'ailleurs un terrible Tiger Driver 91 à Ospreay. Fletcher va alors se raser la tête pour montrer sa différence avec Ospreay, lui qui a beaucoup été comparé justement à son mentor Ospreay, justement, comme finalement l'héritier d'Ospreay. Donc contre le maître, c'était donc un peu ça qui nous était proposé en quelque sorte. En 3 confrontations dans le passé, jamais Fletcher n'a battu Ospreay, mais ici, avant ce match, on a la sensation qu'il n'a jamais été aussi proche de pouvoir le battre. Et paradoxalement, c'est le heel qui va porter des couleurs blanches et le face des couleurs noires au niveau donc des tenues arborées. Ospreay va porter même des rubans adhésifs au niveau de sa nuque et forcément cette nuque aura un rôle clé dans la construction de ce match. Fletcher va s'acharner pas mal dessus, notamment avec un brainbuster porté à l'extérieur du ring, un superbe neckbreaker en plein vol suivi d'une énorme powerbomb et plus tard un horrible tombstone piledriver là directement sur les escaliers d'acier, probablement le spot le plus marquant de ce match.
Ospreay n'oublie pas de rendre hommage à AJ Styles, hein, comme d'habitude avec un Phenomenal Forearm, un Spiral Tap et un Styles Clash. Les échanges entre les deux hommes tutoient parfois l'excellence. Les Hidden Blades d'Ospreay sont foudroyants. La lariat de Fletcher également. Les deux hommes finissent au sol et le public est en feu. On est en train de boire du petit lait. Le match monte en intensité et devient même épique. Après l'horrible tombstone sur les escaliers dont je parlais tout à l'heure, Ospreay ne répond plus. Ses sensations à la main ont disparu. Il devient un pantin désarticulé. Sa cause semble entendue. Je n'irai pas plus loin si vous n'avez pas vu ce match. En tout cas, quel que fût le résultat, Ospreay aura fait un énorme boulot pour mettre over son jeune adversaire. Fletcher tient son match référence à l'EW et même dans sa carrière en général. Match hyper bien construit, intelligent, plein de drama et de storytelling, magnifié également par le très bon selling d'Ospreay. Le combat est épique et spectaculaire et pour toutes ces raisons, j'ai donc mis la note élevée de 4,75. Et si je n'ai pas mis 5, c'est parce que j'aurais aimé voir un Ospreay, je dirais, un peu plus bagarreur et moins spotty qu'à l'accoutumée au vu de la feud et de ce qui nous a été raconté avant d'aboutir à ce match, car les spots d'Ospreay, aussi beaux soient-ils, on les connaît tous pour la plupart d'entre nous, et voir un Ospreay avec un autre visage pour la circonstance m'aurait davantage convaincu, et poussé vers un 5 étoiles. Mis à part cette petite critique, le match est prodigieux, de très loin ce fut le show stealer de cette édition de Full Gear, qui, entre parenthèses, aura été quelque peu mitigé, cette édition de Full Gear, avec quelques éléments intéressants, mais aussi d'autres bien moins reluisants, en faisant un show quelque peu mitigé dans l'ensemble, avec une fin complètement what the fuck qui n'a aucun sens pour moi, un gros bordel. Chacun en tout cas se fera son opinion sur le sujet. Bref, en tout cas ce match c'était l'un des matchs de l'année, à n'en pas douter, et un match à voir absolument, qui mérite amplement sa première place dans ce top 5, et après l'avoir vu, je pense que vous comprendrez aisément pourquoi. Voilà, donc j'en ai terminé avec ce morceau catch, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, et à liker la vidéo, c'est très important pour ma visibilité, et de commenter aussi, n'hésitez pas, faire vos pronostics, n'hésitez pas à ajouter aussi vos matchs potentiels pour les Survivor Series, parce que je pense qu'il en manque pas mal, enfin au moins 2 je pense. Vos idées par exemple, vos avis sur celle qui va remplacer Cargill, parce qu'il y a quand même de fortes chances qu'elle soit remplacée, des scénarios qui pourraient y arriver, n'hésitez pas. Si vous avez des matchs aussi références, n'hésitez pas à en parler, peut-être même à Full Gear, si vous avez envie aussi d'en parler, donner un peu votre avis sur le pay-per-view, bref, tout ce que vous voulez, toujours dans la bienveillance bien entendu. On se retrouve donc la prochaine fois pour dans une semaine, donc ce sera le 1er décembre, le lendemain, pour faire la review de Survivor Series. On verra, ce sera peut-être pas très longue finalement, s'il n'y a pas beaucoup de matchs, on verra. Mais bon, les Wargames c'est toujours compliqué, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Bon, on essaiera de faire pas trop long, bien entendu. J'espère qu'en tout cas que le show sera de qualité, qu'on clôturera bien l'année. Voilà, parce que je pense que bon, Saturday Night Main Event, j'en attends pas forcément des merveilles. Donc je pense que la dernière possibilité déjà d'avoir un gros pay-per-view, c'est là, quoi. C'est Survivor Series, quoi. Donc faut marquer le coup si on veut peut-être perturber le classement, on va dire, des pay-per-view de l'année du côté de la WWE. On verra bien. Et un peu d'émotion, j'espère. Et peut-être un peu de surprise, des twists. On verra. J'espère quand même que Triple H va savoir un peu nous hyper, mais surtout nous donner de l'émotion et nous provoquer un peu de surprise, quoi. Voilà, c'est souvent ça qui manque avec lui, on le sait. Voilà, donc en tout cas, je vous souhaite une bonne fin de semaine, et on se retrouve donc dans une semaine. Donc n'oubliez pas, Survivor Series samedi prochain. Portez-vous bien, et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas, et plus que jamais, vive le catch, et zéro miedo. Ciao à tous.